nous sommes à l'étape du débat. Faut-il le rappeler? On a encore, en dehors du débat, quatre étapes à suivre et à observer. Le temps de boucler Actu Matin. Vous aurez la revue de presse à la fin de cette émission avec Belou Leroux. Vous aurez la page invitée avec deux invités qui vont passer par ici, l'un politique, l'autre du domaine culturel. Et puis, on va suivre aussi ce que je ne comprends pas préalablement à ces deux rendez-vous. Ce que je ne comprends pas, qui fait escale à Lokossa pour s'intéresser un peu aux préparatifs liés à la fête de l'indépendance. Comment est-ce que la cité là-bas se prépare pour accueillir le 1er août prochain, le mardi prochain. Les citoyens se sont prononcés. Avant tout cela, voici donc nos moments de débat. On va parler économie pour commencer avec les acteurs installés. William Krikan, bonjour. Bonjour, Tanguy. Ça fait une deuxième fois. Et Eric, bonjour. Bonjour, Tanguy. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. Allez, le Bénin qui s'en va à la conquête du marché international, non pas avec des produits bruts comme on avait l'habitude de l'observer, le coton, le soja, le cajou, tout récolté, sinon même les noix de karité et autres, mais plutôt avec des produits finis transformés sur le sol béninois. On a avancé, Eric? Oui, absolument. Vous savez qu'aujourd'hui, en termes d'industrialisation, nous avons un modèle qui est la GDZ et qui répond véritablement aux besoins de ce qu'aujourd'hui, il nous faut transformer nos matières premières. Et je pense que pour une première exportation vers le continent américain, c'est un succès. D'abord parce que c'est un marché complexe. On y va d'abord parce qu'on a l'assurance qu'on peut produire en quantité, mais aussi en qualité, puisqu'ils sont véritablement exigeants. C'est des questions de normes là-bas. Et donc, il y a deux évidences qui se dégagent à travers cette exportation des 70 000 pièces de vêtements. C'est que le Bénin montre sa capacité à produire en quantité, mais aussi en qualité. C'est vrai que quand j'ai vu les photos, je me suis demandé, est-ce qu'à l'interne, on a pu créer un marché local? On va parler tout à l'heure, mais déjà, on va faire le constat que le Bénin, ma foi, se positionne désormais à l'international, et notamment dans le textile, William. On a créé beaucoup d'agences pour l'exportation. On a huilé la machine des différentes structures, des mécanismes institutionnels pour la transformation des produits de rente chez nous, notamment le coton, un label dont nous détenons, je crois, la première place dans la sous-région tout au moins, et une certaine première place sur le continent, une certaine première place que je mets au pluriel, bien sûr. Et il faut dire que la machine a commencé véritablement, comme l'a dit Eric, à fonctionner quand la zone économique spéciale de Glodibé a été une effectivité. Elle ne l'est pas encore entièrement, mais une bonne partie a commencé. Ensuite, la communication autour, les élans, les appels des investisseurs, l'implication des différents acteurs du tissu économique local. Donc, je crois que ce ne sont que les premiers fruits de cette ambition politique, je crois, qui était quand même très important pour la gouvernance en place. Est-ce que ce n'est pas très prétentieux, là, Franck, d'aller chercher de la place à l'international, surtout aux États-Unis, avec le textile, quand on sait qu'il y a quand même d'autres pays qui se sont affirmés dans ce domaine-là depuis bien des années. Je veux parler par exemple des jeans qui sont américains, par exemple. Je veux parler, je dois dire, des tissus qui sont italiens, avec les chaussures qui sont aussi italiennes. Je veux parler des vestes et chemises qu'on connaît sur le marché international. Est-ce que ce n'est pas prétentieux, petit Bénin, d'aller chercher une place là-bas? Oui, mais certains États ont commencé par là, il faut l'être un jour. Et c'est parce que pendant longtemps, nous n'avons pas eu cette prétention-là, nous n'avons pas été assez disons offensifs sur ces marchés-là, que nous n'avons pas gagné beaucoup de choses. Moi, je sais que d'autres pays ont commencé comme ça, petitement, et puis aujourd'hui, vous parlez tantôt de la BAC, enfin, des produits américains, ainsi de suite. Même le Vietnam, des pays qu'on ne connaissait pas. Chinois, par exemple. Même la Turquie aujourd'hui, sur le marché international, à travers les vêtements, ainsi de suite, ils sont en train de conquérir le monde. Donc il faut qu'on commence un jour. Mais lorsque on fermait les portes de côté Parakou, pour ceux qui ont connu, vous avez fait Parakou, je le sais, ceux qui ont connu cette unité de production, on avait senti disons, au fond de nous, on était vraiment touchés. On se demandait, mais
pourquoi fermer une telle unité qui non seulement donnait de l'emploi aux jeunes, mais également... Si l'unité tournait à pète tout le temps. Oui, des... d'accord, mais je suis heureux qu'on ait récupéré ça autrement et qu'aujourd'hui, qu'on puisse fabriquer des trucs qu'on fabriquait déjà là-bas et de bonne qualité et où on peut même l'exporter sur le marché international. C'est très bien pour moi et il faut évoluer. William, je parlais de cette prétention. Il faut avoir du cran quand on veut grandir, et pour le moment c'est encore une prétention parce que même le marché local n'est pas encore assez conquis. D'abord, n'oublions pas la politique de gestion des matières premières avec cette industrialisation qui est en train de prendre corps. C'est que les coûts ont été fixés pour certaines denrées comme d'habitude, mais plus pour l'exportation, mais plutôt pour les industries de la GDIZ et d'autres industries sur place. Ce qui fait que les quelques moyens, les quelques trafics pourtant informels, qu'il ne faut pas encourager, je le précise, qui nourrissaient ces acteurs de ces filières-là, ont été coupés. Regardez la boute des gens du soja, revenez en mémoire les différentes grognes par rapport à certaines spéculations, au maïs par exemple, et ça n'a pas vraiment réjoui les agriculteurs, les producteurs locaux. Maintenant, moi je trouve peut-être que c'est le prix à payer pour cette première phase où si déjà le coton, lui, qui nous est connu, qui a un label, nous pouvons le transformer, le mettre en des vêtements qui peut-être sur le marché international ne coûtent pas encore grand-chose, mais arrivent à pénétrer les marchés concurrentiels, c'est peut-être le premier pas vers une certaine place, une certaine notoriété que nous allons gagner au fil des ans. Et ensuite, nous pourrons maintenant nourrir la chaîne de valeur à l'échelle nationale. Parce que je suis de ceux qui pensent que nos produits, nos spéculations agricoles produites directement et envoyées, vendues, vont nous rendre riches, mais pas autant que si ces spéculations sont sur le territoire national, font le tour de la production, de la transformation et ensuite de la commercialisation sur le marché local et sur le marché international. Je pense que ça crée plus de richesse, ça crée plus d'emplois, ça nous positionne davantage dans la transformation, dans l'exportation, et je pense que c'est ça qui enrichit davantage notre économie. Ça fait des dividendes, ça fait des rentrées de devises pour notre État. Donc, je ne vois pas un bilan très reluisant et j'accepte, je donne au bénéfice du doute cette toute première expérience parce que de mémoire, pour moi, c'est une première. Oui, on peut comprendre, pour le cadeau qui va vers Dubaï, parce que maintenant, le coton transformé qui va vers les États-Unis, c'est un cran, hein? Oui, absolument. Vous parlez de prétention tout à l'heure. Vous savez, depuis peu, on a commencé par afficher certaines ambitions de jouer dans la cour des grands. Et quand vous voyez combien on a investi au niveau de la GDIZ, eh bien, courir après un marché international est un autre défi. Quand vous voyez les groupes industriels qui se sont positionnés au niveau de la GDIZ, c'est des groupes qui ont l'habitude vraiment d'être déjà à l'échelle internationale. Vous savez, ce n'est pas quand vous finissez de faire une production que vous allez maintenant chercher un marché de consommation. On a déjà pris des contacts, on s'est déjà assuré que, in fine, après la production, la finalisation, il y a un marché qui nous attend. Et donc, je pense que très tôt, ce travail a été déjà fait. On a calé ce qu'il fallait caler véritablement. Et puis, une fois qu'on a fini la production, on peut véritablement exporter. Il faut continuer comme ça. Je pense que quand on finit par le faire, c'est la signature du Bénin qui est ainsi honorée. Mais aussi, pour avoir fait un tour à la GDIZ, ce sont des jeunes comme vous et moi, des jeunes étudiants que l'État a pris le soin de former, qui travaillent dans ces industries textiles, qui fabriquent ces tenues, ces vêtements. Pour dire que, oui, nous avons un marché à la fois qui peut produire en quantité et en qualité, mais aussi en même temps qui peut former des jeunes qui puissent vraiment apprendre des corps de métier. Tout à l'heure. C'est bien beau d'aller à l'échelle internationale, mais c'est toujours mieux de satisfaire ses propres populations d'abord, non? Thomas Sankara parlait de manger ce que nous produisons et produisons ce que nous mangeons. Est-ce que ce n'est pas plus facile de chercher un marché de 200 millions de personnes, par exemple, à l'Est, ou bien même de 10 millions à l'Ouest, un peu plus loin, de 40 millions à l'extrême ouest, au Ghana, ou même au Niger? Est-ce que ce n'est pas plus intéressant, plus facile que d'aller jusqu'aux États-Unis? Bon, on peut voir les choses de cette façon, mais ce n'est pas le même marché.
quand vous allez à l'international, les réalités elles sont différentes plutôt qu'à l'intérieur. Et elles sont à Et donc notre tout à l'heure, avantage. je le disais, oui, parce que William l'a dit, il y a des devises et puis tout ça qui nous intéresse. Mais en même temps, en exploitant, on ne va pas fermer la porte ou bien la possibilité de pouvoir créer un marché local, n'est-ce pas, et de permettre à tout Béninois de pouvoir disposer de ce qui est fabriqué chez lui. Et c'est ce que je commençais par évoquer quand j'ai vu l'annonce de l'exploitation. Je me suis interrogé, mais on m'a fait savoir qu'il y a des stocks qu'on a gardés à l'intérieur du pays, qu'on a même exposé déjà au niveau de quelques supermarchés. J'ai fait tout pour m'assurer effectivement que je pouvais vraiment retrouver ces vêtements dans ces supermarchés. Mais aussitôt que le stock a été positionné, les Béninois se sont vraiment mobilisés et puis le stock a été terminé. Donc je pense qu'il faut davantage... Il y a quand même de l'espace à l'interne. Oui, il y a un appétit. Oui, il y a vraiment un appétit à l'interne qu'il faut vraiment encadrer et davantage nourrir. Moi, je pense que quand on décide de bondir à Washington, quand on décide de bondir à l'intérieur pour conquérir le marché local, je crois que c'est la même chose. Cette exportation ou la décision de conquérir le marché international n'a pas été peut-être prise sur un coup de tête. Il y a eu certainement une prospection du marché international pour voir que le besoin se fait sentir là-bas. Mais vous savez, en Afrique, nous avons un petit problème. Nous aimons beaucoup plus consommer ce qui nous vient de l'extérieur que ce qui est fabriqué au plan local. Vous savez que pendant que Cotep tournait encore à plein régime... Ce n'est pas un faux procès. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Tout de suite, les Benoît ont sauté là-dessus. Et puis la curiosité. Maintenant, acheter, consommer et acheter encore pour encourager la production, il y a un problème. Parce que, vous voyez, pendant que Cotep tournait encore à plein temps, on fabriquait de très belles serviettes là-bas, des torchons, des tenues kaki. Mais les gens allaient acheter des kaki qui étaient importés. Un peu moins cher. Mais c'est le local. La qualité a un prix. Votre kaki sur une dizaine d'années. Bien sûr, on préfère acheter les kakis qui étaient importés, qu'on peut porter en dos, enfin, en une année ou en 2 années, et puis c'est fini. Bon, moi je pense qu'il y a un problème sérieux. On ne peut pas être en interne à régler ces petits problèmes. Alors qu'il y a un marché qui nous attend, qui est prêt à... Peut-être qu'il faut travailler à l'éducation des populations et leur faire comprendre qu'il vaut mieux manger ce qu'on produit et produire ce qu'on mange. C'est tout aussi une priorité comme celle de se positionner sur un marché international. Et pour moi, cette priorité même, je ne dirais pas qu'elle est prépondérante à l'autre priorité, parce que ne l'oublions pas. Je ne pense pas que la détérioration des termes de l'échange soit devenue drastiquement ou soit métamorphosée en un clin d'œil. C'est pas parce qu'aujourd'hui nous arrivons à transformer ce que nous produisons qu'en l'exportant sur des marchés déjà assis, des marchés déjà connus, avec un défi concurrentiel terrible, nous devenons tout de suite un concurrent de taille ou un concurrent pouvant titiller les grandes firmes internationales qui ont déjà leur lobby sur place. Donc je pense que nous allons nous gobons à l'appât d'un marché. Nous arrivons à nous positionner, à intéresser déjà par la production et par la qualité de ce que nous faisons, une fois que c'est acceptable. Mais cela ne voudrait pas dire que le marché est conquis pour nous. Le marché qui nous est beaucoup plus facile, c'est notre marché à nous-mêmes. Il faut qu'on en soit convaincu. Ceux qui nous inondent de leur production, chez eux, ils les consomment déjà suffisamment. Et donc, travailler à nous faire comprendre l'enjeu. Aujourd'hui déjà, je sais qu'à la GDIZ, on produit les treillis des forces armées béninoises. On habille déjà des Béninois d'une certaine façon. Mais déjà, il faut que le dernier des Béninois puisse aller chercher une tenue vestimentaire où il la veut, à un prix abordable et d'une certaine qualité, puisse le témoigner, puisse adopter cette production locale afin que le positionnement sur les marchés internationaux soit davantage intéressant. Moi, je pense que c'est ambitieux. Il faut de l'ambition pour construire un État et il faut après de la méthode. Allez, on va... Il y a un aspect qui est important. C'est une question de... Je ne sais pas si je vais parler de justice industrielle. C'est vrai, la GDIZ aujourd'hui est vue comme un modèle. Mais vous savez que, mis à part les industriels qui sont installés à la GDIZ, nous avons également d'autres industriels qui sont à Semer, qui
opèrent dans un environnement qui n'est vraiment pas agréable, Au niveau de la zone franche, là. Au niveau de la zone franche, vous avez oui? Oui, absolument. Il y a le problème d'énergie qui se pose. Encore qu'à le niveau, l'énergie, il achète 2 fois plus cher que les industriels qui sont installés au niveau de la GDIZ. C'est un problème. Je pense que la pièce qui se positionne comme la porte d'entrée aux investisseurs doit pouvoir de plus en plus aller à la rencontre de ces industriels, les écouter et voir dans quelle mesure il faut pouvoir trouver des problèmes. Vous avez au niveau de ces mains des industries qui aujourd'hui fabriquent du fer à béton à partir des matières premières de la ferraille qu'on récupère sur le territoire béninois, qu'on travaille pour produire le fer à béton d'une qualité meilleure à l'échelle internationale. Vous parlez de fer à béton, hein? Absolument. Le FE500, qui est la norme qui est retenue à l'échelle internationale, qui est produit ici, 100%, de A à Z. Mais il faut vraiment opérer dans un environnement agréable. Et donc, je pense que c'est une zone qu'on a délaissée. Oui. C'est une zone qu'on a délaissée. Il n'y a pas que les industries qui sont installées à la GDZ. Vous en avez encore qui sont éparpillées un peu partout sur le territoire, qui ne sont pas dans un environnement tel que la GDZ, mais qui ont aussi bien envie de participer vraiment au développement industriel de notre pays. Et je pense que il faut essayer vraiment de voir de ce côté et voir ce qu'il y a lieu de faire. Allez, on va parler de notre sujet, celui de l'éducation. Ça fait polémique hein, depuis lundi après-midi, le relevé de notes d'un candidat recalé au bac de juin 2023. Pourtant, il avait 11 sur 20, William. Il a été recalé pour une petite raison. Il avait 0 en mathématiques. 11,42 précisément. Et d'aucuns vous feront le calcul selon lequel, voilà. Ça, c'est les œuvres de Yves et le Christelle. Oui, et le Christelle, oui. Et il faut dire que beaucoup ont fait le calcul hier des notes qu'il pourrait avoir dans cette matière mathématique pour avoir déjà 12 de moyenne, donc une mention assez bien. Vous savez, c'est quand même, d'abord, c'est touchant d'abord. Que quelqu'un qui a pu réunir ses performances, 17 en allemand, je crois que j'ai une mémoire fidèle et que... Oui, c'est bien lisible là. C'est bien lisible aussi à l'écran. 17 en allemand, 12 par endroit. Un apprenant comme ça, on ne dira pas qu'il est nul. On ne dira pas qu'il est allemand. Ça ne construit pas une industrie. On parle d'un Bénin. Il a un bac A2. Il a un bac A2. Il ne veut pas construire une industrie. Il va finir comme nous, peut-être très, très locuteur de la langue française ou je ne sais quoi. Ou non, très locuteur de la langue allemande. Non, pas forcément. Ça s'arrêter là. On peut regarder peut-être ça en allemand, en français. Vous savez, moi j'ai essayé d'interroger les acteurs de l'éducation. Je peux vous dire qu'ils sont divisés. Divisés en fonction de leur bord et des pôles. Les scientifiques sont un peu plus sévères que les littéraires sur cette question. Vous voyez des conseillers pédagogiques, bon, je n'ai pas pu interroger des inspecteurs, mais des conseillers pédagogiques vous dire que dans une matière littéraire, par exemple, ce 0 éliminatoire ne pourrait pas être donné à un apprenant. Pourquoi? Parce qu'on se dit que du simple fait qu'il a pu écrire son nom, qu'il a pu mettre épreuve, même si le corps de la rédaction ou du travail est vierge, qu'on lui donnerait une note. Les scientifiques vous diront par contre que, au nom d'aucune approche par compétence, on ne s'attend à ce que quelqu'un qui a écrit son nom puisse avoir une note 0,25. Et à l'examen, ne l'oubliez pas, il y a 3 niveaux de contrôle. Moi, je veux votre avis sur la question sur le sujet. Moi, je suis peiné et c'est une règle qui date d'avant l'approche par compétence. C'est bien le 0 qui est éliminatoire à tout examen. Est-ce que c'est pertinent? Je trouve certes que c'est pertinent, mais si les mathématiques peuvent faire échouer un apprenant littéraire si intéressant, si, bon, je vais dire à un rendement un peu acceptable comme ça, il faut revoir cette mesure. Franck? C'est pertinent en ce sens qu'on veut amener le candidat, l'apprenant déjà en classe, à s'intéresser à toutes les disciplines. Et est-ce qu'il est obligé? Il est en A là. Il est littéraire. Il est obligé, sinon pourquoi on va mettre ça dans le programme? Pourquoi est-ce qu'on va dérouler des cours tout au long de l'année? Vous devez aller au cours de mathématiques autant que vous allez au cours de français, d'allemand. Pas question de dire je suis littéraire. Vous savez comment un peu comment ça se passe. Nous les littéraires, quand on était là-bas, nous avons les gros livres qu'on traîne partout. Mais dès qu'on parle de mathématiques, on avait les mots de tête, on fuyait. Mais on venait quand même. Ça ne dispense pas. Venez quand même, faites les exercices et dites-vous, j'aurai au moins 5 en mathématiques. Il y en a qui délaissent carrément cette discipline-là, et ça les rattrape. Je pense que c'est sévère, on est peiné de le dire, et je me mets à la place de ce candidat-là qui a légèrement dépassé la moyenne qui est prévue pour avoir son bac, mais qui malheureusement doit reprendre. Je crois que c'est une leçon assez forte. Il faut dire
aux apprenants, dès qu'on est dans une classe donnée, que vous soyez, et c'est pareil pour les scientifiques, vous les voyez au tableau tout le temps à énumérer des formules inaccessibles, des formules inaccessibles pour nous. Bon, pour nous, je parle de mon cas. Donc, il faut changer un peu la donne et à étudier toutes les matières que nous avons. C'est vrai que c'est une question qui divise. D'abord, ça fait un peu mal quand même de voir un élève qui a quand même un niveau un peu acceptable, qui aurait pu avoir son examen, mais malheureusement, s'est tapé un 0 dans une matière. Cela l'a éliminé. Je suis tombé sur un commentaire qui a apporté quelques éléments de réponse à nos préoccupations. Alors, je devrais répondre. Je vous partage ça. Je devrais répondre car j'étais témoin. C'est moi, j'étais même tombé sur la note et j'ai sursauté de peur. Sinon, vous allez juger le correcteur inconsciemment. Le candidat sur sa feuille de composition avait juste repris les questionnaires, démontrant que la fonction admet 2 solutions. Il laisse d'espace. Justifiant que il laisse encore d'espace jusqu'à finir toutes les questionnaires sans pour autant donner une réponse. Même pas un domaine de définition égal. Aucune formule mathématique. Rien de rien. Le correcteur lui avait même donné 1 sur 20, mais le contrôleur a donné 0 sur 20. L'inspecteur aussi pareil et la note est finalement maintenue. Donc je pense que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un correcteur, n'est-ce pas, donne 0. Je pense qu'à l'évidence, c'est que vraiment, il est vraiment nul. Il est vraiment nul en mathématiques. Non, pas qu'il est nul. Est-ce que ce n'est pas les anomalies de notre système éducatif? Est-ce que la grenouille qui ne sait que sauter doit être évaluée au même titre que, je ne sais pas moi, le poisson qui nage ou le lièvre qui court dans les champs? Là-dessus, je suis absolument d'accord avec vous. Si on prête foi à ce commentaire, c'est que juste parce qu'il n'y a pas un tout début de compétences en mathématiques, on estime qu'il faut l'éliminer parce que tout enseignant est conscient que la note 0 l'élimine. Le président de sous-commission, je pense, le candidat aussi superviseur, je pense que le candidat a été formé avant d'aller à cet examen. Je peux vous dire, parce que je suis un produit de l'approche par compétence, je peux vous dire que tous les enseignants racontent au moins au candidat que quand vous ne pouvez rien sur une copie, essayez au moins d'écrire problème 1, résolvons telle équation. Arrangez-vous de hiérarchiser votre copie de la sorte. Mais un apprenant qui a suivi à la lettre des consignes comme celle-là et que parce qu'il n'a pu rien mettre, même pas le domaine de définition. Vous savez, moi j'ai fait par exemple le baccalauréat D, mais je peux vous dire que peut-être malgré tous les temps que j'ai fait à faire les mathématiques, le jour de l'examen, j'étais dans une autre peau. Ne nous mentons pas. On n'a pas, et encore que là, il n'est pas en sciences. Moi, je pense qu'il faut être moins sévère. Franck? Oui, il faut être moins sévère, mais il n'en demeure pas. Les règles du jeu sont les règles du jeu. Si je m'en tiens à la démarche énoncée par Eric tout à l'heure, c'est qu'on a tout fait. On a tout fait. On a cherché une raison. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de aussi on a tout fait pour donner au moins. Ah, d'accord. Je comprends. On a tout fait pour dans une autre vie. On a tout fait pour donner. On a tout fait pour donner un 50 au moins à ce candidat. Mais à l'arrivée, on se rend compte que ce serait peut-être une erreur de lui donner. Le simple fait de dire, écrivons seulement problème 1, problème 2, moi je pense, entre griffes, 0,25, moi je pense entre griffes, excusez de peu, qu'on se moque de la matière. C'est que ce candidat, à mon avis, n'a pas suivi les cours de mathématiques au cours de l'année. Si on suit tous les exercices qui ont été proposés, ne pas trouver une seule solution, ça n'est pas bien pour un apprenant qui a vu inscrit dans les programmes de l'année les cours de mathématiques, qui les a suivis un peu comme en français pendant 9 mois. Je pense que c'est du gâchis pour lui-même. Et cela, ça s'est fait sentir en fin de compte. Eric, pour moi, il faut prendre au sérieux toutes les matières. Et moi, je me rappelle, je me suis tapé un 9 ou un 6 en mathématiques. Mais ça ne va pas. Avec mon 17,50 en histoire géo. C'est un exploit. C'était un exploit. Voilà. Je pense que la prise de conscience est à la fois au niveau. En fait, c'est pas seulement au niveau des enseignants. Le candidat aussi sait qu'il doit pouvoir faire un effort pour éviter d'avoir 0. Autrement, c'est une note éliminatoire. Je pense que, et puis ce principe est connu depuis toujours, et je pense que les enseignants, à la veille de chaque examen, essayent toujours de rappeler aux candidats, n'est-ce pas, essayer de solutionner un problème, ne serait-ce qu'une question, n'est-ce pas, pour valider une matière. Ce qui n'a pas été fait. On n'est pas à l'université pour parler des unités de valeur,
ou encore moins des unités d'enseignement. On parle d'un baccalauréat, donc c'est un cumul de notes. Qu'on sache consciemment que le président de sous-commission, vous avez le baccalauréat, vous allez à l'université. sache consciemment que le zéro justifie un échec et le fasse de la sorte. Je ne dirais pas que c'est de la mauvaise foi, mais on a manqué de cœur de père ou de cœur de mère. Est-ce que c'est une question de sentiment que d'instruire un enfant? C'est pas une question de sentiment. Je sais que pendant la correction, je suis d'accord. Depuis le début de l'année. Ne pas pouvoir résoudre une seule équation, c'est manquer de compétences disciplinaires. Mais il y a l'approche par compétence de ce qu'on a pu écrire au moins la question en français qui a une compétence. Ne nous leurrons pas. Là-dessus, je crois qu'on l'a noté en français, il a eu, je crois, 12 ou... Tout le monde peut répondre la question. C'est trop facile. Ça va me faire une prime à l'absentéisme, au désintérêt. Aux sciences. Même un apprenant assidu peut être amené à ne rien voir sur une matière dans laquelle il n'est pas assez. Allez les gars, je dois vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup pour la passion de débat. Mesdames et messieurs, on va suivre maintenant ce que je ne comprends pas. Cela nous amène à Lokossa. On va aller découvrir là-bas. Ce qui fait que les populations sont très préoccupées. Il s'agit de la question de la célébration de la fête de l'indépendance. Comment est-ce que cela se prépare à vie des populations?